rebonjour à tout le monde. J'espère que vous nous entendez. On est jeudi 15 décembre. On me fait signe en régie qu'on nous entend. Magnifique. Oh, good. On est jeudi 15 décembre, on est sur Jeudi Tout et je suis en compagnie de Maëlle Hello. et de Sophie qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps sur un Jeudi Tout. Donc hello Sophie. Oui, merci à vous de me recevoir sur ce plateau. C'est la première fois que je participe à Jeudi Tout sur le nouveau plateau d'ailleurs. Pareil. Voilà, et j'étais pas venue depuis le mois de juin. Donc ouais, ça fait... Voilà, donc tu inaugures ce nouveau plateau... Vraiment très très cool. Un peu effet cathédrale par contre, avec un effet sonore un peu déstabilisant. Mais... On a un écho, effectivement, si jamais l'équipe en régie nous entend. On a un écho, je pense que ça vient de la télé, peut-être. Bonjour à tous et à toutes dans le chat. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Et n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis c'est parti. On va commencer par faire un retour sur cette polémique dont je pense tout le monde a entendu parler ces derniers jours, voire semaines. Il s'agit de si vous êtes sur Twitter, du moins. Oui, mais je même. Pense. Mais ça dépasse un peu. C'est vrai, c'est un peu. Même sur Instagram. Ouais. Ok, alors c'est que c'est important. C'est un peu partie d'Instagram d'ailleurs. Ouais. Il me semble, ouais, c'est un peu mix des deux, sachant que voilà, les premiers échos que j'ai vus, c'était plus suite à l'annonce de l'exposition. Et après, ça a un peu monté crescendo, mais voilà. On va peut-être dire de quoi on parle, du coup, pour ceux et celles qui ne comprennent pas. On parle de l'affaire Bastien Vives, tout à fait. Cette polémique. Le Vives Gate. Voilà, le Vives Gate. Et Maëlle, tu es là pour nous en parler aujourd'hui. Peut-être préciser quelque chose avant de parler de cette affaire. Quelque chose qui est très très important, c'est que Bastien Vives, depuis 2009, je crois d'ailleurs, ça remonte à 2009, les premiers papiers, a déjà été interviewé sur Mademoiselle. Ouais. On lui a déjà tendu des micros. Alors je dis on, c'était pas nous, parce que c'était une direction différente, une rédaction différente. Voilà, mais on tient quand même à le dire. Il y a eu des interviews de Bastien Vives, tenant des propos scandaleux, on peut le dire. Voilà. Ouais, c'est plus des propos border, c'est juste scandaleux sur Mademoiselle. Et voilà, donc le nécessaire a été fait pour faire disparaître. Exactement. Alors, voilà, pas pour faire prendre disparaître. des mesures, pas pour faire disparaître effectivement, mais voilà disons que voilà, il y a deux choses qui se conjuguent dans cette affaire. Il y a déjà l'affaire, d'un point de vue journalistique, qu'on a tenu à traiter parce que ça fait partie des choses qu'on traite sur Mademoiselle, sur les questions de violences sexuelles notamment, et aussi le fait que nous, même en tant que médias, on a été interpellés parce que c'était ok Mademoiselle, vous êtes féministe, vous parlez des violences sexuelles, etc. Mais il y a ça sur votre site, qu'est-ce que ça fait là? Et c'est une demande tout à fait légitime. Hein. C'est vrai que nous, on est aussi un peu tombé de la commode parce que Mademoiselle existe depuis plus de 15 ans. Il y a énormément d'articles, de vidéos, de reportages qui ont été faits. Et parmi tout ça, effectivement, il y a eu, comme tu disais, des chroniques des œuvres de Bastien Vives, plusieurs interviews, dont une qui a justement particulièrement choqué, qui date de 2017, qui est une interview de 32 minutes avec une journaliste de Mademoiselle, où Bastien Vives tient effectivement des propos, comme tu disais, scandaleux. Faisant la promotion pour ne citer que ça, l'inceste, mais l'inceste, ça m'excite à mort. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que c'est 32 minutes. Moi, quand j'ai regardé l'interview, c'est pas les 32 meilleures minutes de ma vie. Hein, j'avoue, j'étais plusieurs fois, j'ai fait des pauses régulièrement parce que j'étais assez gênée. Donc effectivement, voilà, il y a d'un côté cette information, cette polémique, comme on dit, vu que voilà, on parle de polémique toujours quand il se passe ce genre de choses, et effectivement le contexte dans lequel Mademoiselle, nous on a dû le traiter, qui était à la fois traiter correctement cette information et en même temps dire qu'est-ce qu'on fait en tant que média engagé, féministe, de ces contenus qui existent, de ces archives. Voilà. Et du coup, le premier geste qui a été fait, c'était de dire ok, on les retire et on les supprime pas, on les retire déjà dans un premier temps. Et ensuite, il y a eu une demande effectivement de on nous entend plus en écho. On nous entend plus, c'est pour ça. Est-ce que vous nous entendez toujours J'espère que vous nous entendez toujours. Je n'ai plus de connexion sur... Mais bref, bon. Mais bref, on continue. On nous dira si jamais il y a un problème. Mais en tout cas, c'est vrai que le premier réflexe, voilà, ça a été de dire ok. Mademoiselle, c'est une pause publicitaire, apparemment. Ah, ok. Je ne sais pas si ça s'entend sur le... Où ça? on est en... Il y a une pub?
D'accord. Alors ça, c'est un truc qu'on ne peut pas trop contrôler. Désolée. Du coup, on va. Mais voilà, toujours est-il que oui, il y avait une réaction de notre part qui était attendue de OK, qu'est-ce que vous faites, mademoiselle, en tant que média qui défend certaines valeurs. Vous avez ça sur le site. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait? Et après, du coup, après ce retrait, il y a aussi une demande de la part de personnes, voilà, qui étaient mobilisées justement sur cette exposition. On va y revenir un petit peu après, pour demander la déprogrammation de cette émission, de dire, en fait, oui, vous avez réagi, mais aussi ces vidéos, elles existent quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas à nous non plus de dire il faut plus que ces vidéos existent pour nous, notre bonne conscience. Et peut-être effectivement, justement, dire comment tout ça a été pensé, parce que tu le décris très bien, mais effectivement, je pense que déjà, tu l'as dit, tomber de la commode, c'est un mot, bien sûr, une expression moindre, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. On a été les premières surprises, les premiers surpris de voir que ce genre de contenu avait filtré finalement le filtre édito. Et l'idée au départ, je vous dis, c'était pas de supprimer les vidéos, c'était vraiment de juste les rendre inaccessibles et ne pas lui donner de voix finalement, ne pas contribuer à le mettre en lumière. Et après, c'est après réflexion. Après, justement, qu'on nous ait fait remarquer, comme tu le disais, que ce soit des militantes, que ce soit des médias aussi, nous ait fait remarquer que, attention, en fait, ces contenus, ils servent aussi à prouver on a besoin de ce dont on accuse Bastien Vivès, donc c'est utile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait après? On les a repassés en public, en non référencé, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas accessibles à la recherche, on ne peut pas trouver aussi facilement ces vidéos que ça, sinon c'est encore aussi lui donner de la voix, et on a recontextualisé en mettant une description. Je pense que ça c'est le point le plus important en fait, c'est de dire ces vidéos elles existent, il ne s'agit pas pour nous de faire le ménage et de dire oh là là c'est problématique, ça n'existe plus, mais de dire ok, il y a eu ça sur Mademoiselle, ça reflète plus la ligne édito actuelle parce que on est un média, oui, comme on disait, qui a plus de 15 ans et qui a connu des évolutions aussi, et qui traite de sujets qui connaissent aussi des évolutions dans leur traitement médiatique ces dernières années. Et oui, il y a un intérêt à ce qu'ils soient encore accessibles, effectivement, même d'un point de vue à voir comment les suites judiciaires vont se poursuivre sur cet enjeu-là. Parce que, donc voilà, pour en revenir au nœud de l'affaire et pour sortir un peu de Mademoiselle, voilà, le 28 novembre, le Festival international de bande dessinée d'Angoulême décide d'annoncer sa programmation de sa 50e édition, en plus, qui va édition anniversaire. Voilà, donc quand même quelque chose d'important et de hautement symbolique. Et annonce parmi tout le déroulé de sa programmation que Bastien Vivès, donc un auteur de BD français, qui est quand même très connu, acclamé par la critique, qui est quand même très installé, va bénéficier d'une exposition carte blanche. Donc comme son nom l'indique, une carte blanche, il va pouvoir produire des créations, libres, peut-être inédites, finalement, de manière libre, etc. Donc c'est quand même, il y a quand même une charge assez symbolique. C'est quand même un honneur de bénéficier de ça. Et donc on est vraiment fin novembre et tout de suite il y a des voix qui s'offusquent en fait, qui s'inquiètent de cette carte blanche, car le fait que Bastien Vivès a tenu des propos qui banalisent la pédocriminalité ou l'inceste, c'est pas du tout nouveau en fait, c'est pas quelque chose qui vient d'être découvert. Il y a des personnes. Et justement, peut-être, je me permets de te couper, mais je sais pas si tout le monde le connaît, Bastien Vivès, en fait, dans le chat. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi ce personnage, enfin déjà, d'où il sort en fait, qui est cette personne qui est éminemment reconnue dans la profession. C'est quelqu'un qui a un peu son rond de serviette au Festival d'Angoulême. Il a été invité moult fois. Il est assez jeune, donc en plus il bénéficie un peu de ce côté un peu jeune prodige. C'est quelqu'un d'un peu qui a un peu une image de provocateur, on va dire, qui a fait plusieurs œuvres assez différentes, mine de rien. Mais parmi elles, il y en a notamment une qui a été retirée des ventes par plusieurs enseignes de librairie. Il me semble qu'il y a Cultura et une autre dont le nom m'échappe. Mais voilà, parce que justement, il y avait des images qui étaient considérées comme pédopornographique, pardon. Donc voilà, mine de rien, c'est pas, y a des choses qui sont pas neuves sur le cas Bastien Vivès et qui sont à la fois dans ses œuvres, mais aussi, comme on l'a vu, dans les propos qu'il peut tenir en interview et qui s'apparentent, à de la banalisation, voire de l'apologie de l'inceste, des violences sexuelles et notamment des violences sexuelles à l'égard des enfants. Voilà, pour
le faire assez Donc court. voilà, on dit provocateur. C'est un joli mot. C'est un joli mot pour gentil. Dire que voilà, voilà. Et c'est marrant parce que en faisant cet article, du coup, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait sur Mademoiselle... Peut-être afficher ton article, tu as mis le lien dans le chat. Je l'ai mis en lien, mais voilà, vous pouvez le trouver sur Mademoiselle. Mais c'est vrai que moi, en intro, donc déjà, j'ai tenu à mettre un petit peu de contexte sur le fait qu'effectivement, il y avait des contenus déjà sur Mademoiselle, des vidéos, des articles qui parlent de l'œuvre de Bastien Vivès dans des termes assez élogieux. Mais aussi, l'intro, après mon parler de mon article, c'est que je reprenais une citation d'une chronique qui était faite en partenariat en plus avec Casterman. Donc voilà, on est sur un article qui s'apparente à du brand, je pense, mais en tout cas qui disait Bastien Vivès aime susciter, ça date de 2017, Bastien Vivès aime susciter le trouble, bousculer, faire réfléchir et sortir son lecteur de sa zone de confort. Et je trouve que c'est une phrase qui résume très bien la manière dont beaucoup de personnes défendent encore et dont lui-même défend encore certaines de ses créations, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut... qui se présente comme voulant susciter le trouble, déranger, voilà. Et c'est une chose de vouloir déranger quand on est un artiste, de vouloir poser des questions, de vouloir nous faire réagir, cogiter, bien sûr. C'est le but d'un artiste. C'est le but d'un artiste en fait. Enfin, sinon, ça s'appelle de l'eau tiède et on est d'accord que c'est pas forcément ce qu'on attend de l'art ou de la création. Il n'empêche qu'il y a une différence peut-être entre de la subversion et de la provocation. En tout cas, ça mérite débat, hein, ça délibère sur l'art, et là on touche à des choses peut-être plus philosophiques, mais la réitération et la répétition d'images, justement, qui clairement sont de l'ordre de la banalisation de l'inceste. Oui, c'est ça en fait. Et puis il y a aussi, tu parlais des propos qu'il a pu Bien tenir, sûr. Ouais. tu en parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une distinction à faire justement entre le fait de dire je suis un artiste et je veux faire réagir les gens, et en même temps de dire moi personnellement je trouve ça très excitant, ça m'excite. Complètement. L'inceste, le viol, enfin, c'est... On peut mettre à distance, dire ah mais c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai dans la tête, et en même temps de l'autre côté, enfin voilà, il y a toujours cette perpétuelle un peu contradiction, et du coup est-ce que ça fait partie de la stratégie de provocation pour faire parler de lui ou pas, en fait, voilà, personne sait ce qu'il a dans la tête. Là, dernièrement, il y a eu un article de l'Obs assez fouillé, justement, qui lui a donné la parole, où justement, il reconnaît à demi-mot qu'il a pu être un petit con par moment, alors notamment sur un autre sujet, mais quand il s'en est pris à Emma, qui est aussi autrice de BD, à qui il a publiquement, hein, c'est sur Facebook, je l'ai mis un petit peu plus bas dans l'article, mais justement, où sur Facebook, il a eu des attaques, mais vraiment immondes, à son égard, à la fois sur son travail d'artiste. Bon, on a le droit de pas aimer une œuvre, après tout, hein, c'est le choix de chacun. Mais il y a aussi le fait d'avoir tenu des propos vraiment qui s'apparentent à des menaces de mort ou à des menaces de viol destinées à elle, destinées aussi à son enfant. Je ne sais pas à quel moment, quand on est une personne adulte, on se dit que c'est drôle ou pertinent ou que c'est ok, en fait, juste que c'est ok. Non, c'est clair. Quels sont les arguments des défenseurs de cette personne ? La liberté d'expression, la liberté de création, la liberté d'être quelqu'un de subversif et de provocateur, en fait. Et il y a aussi, voilà, le Joker Charlie, qui évidemment tombe aussitôt parce que voilà, c'est l'argument préféré des personnes qui vont défendre Bastien Vivès, de dire on peut pas censurer la création. Et il s'agit pas de censurer, il s'agit aussi de questionner en fait l'impact que des œuvres peuvent avoir et la réitération de ces images, ce qu'elles apportent, ce qu'elles peuvent provoquer. Il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et il y a notamment des réactions de personnes sur Twitter qui demandent, mais en fait, Bastien Vivès peut dire que lui, il met juste ce qu'il a dans la tête et que jamais il va inciter des personnes à commettre des agressions sexuelles ou autres, ou inciter à l'inceste ou autre. Mais le fait est, c'est qu'en banalisant ces images et en les réitérant si souvent, comment on peut s'assurer, comment on peut en être absolument certain que ces images vont pas provoquer des choses aussi chez sans le vouloir, je veux dire, si lui véritablement au fond de lui ne le veut pas, ça le fait quand même. Ça diffuse un discours. Ça peut le faire en fait. Voilà, on s'imagine que des personnes se retrouvent avec ces ouvrages entre leurs mains et se disent bon bah ok, donc en fait c'est accepté si c'est dans une BD.
c'est que c'est accepté, puisque c'est une BD qui est vendue. Et on parle bien ça, on parle de la. Enfin, il y a aussi quelque chose qui est très saillant chez l'œuvre de Bastien Vives, c'est l'hypersexualisation des corps féminins, où le mec a une obsession pour les seins, mais de manière. Enfin, voilà, une obsession grosse poitrine, on va dire, dont il parle aussi plusieurs fois en interview, et à un point que c'en est vraiment genre objectifiant, mais terriblement objectifiant, que. En fait, ça peut créer... Enfin, moi, perso, en l'entendant parler de ça, ça me crée un profond malaise, tu vois, en tant que lectrice. Et dans ces cas-là, on peut me dire, mais Maëlle, ne lit pas les œuvres de Bastien Vives, en fait. Et il suffirait de ça. Seulement, il y a aussi le fait, il y a cette mise en avant, cette carte blanche qui, je pense, est à un point de... un espèce de paroxysme qui dit, en fait, il y a plein d'auteurs et aussi d'autrices, et là, on peut en arriver à un autre point concernant le Festival d'Angoulême, mais il y a plein d'auteurs et plein d'autrices qui aussi mérite les honneurs, et c'est là qu'on en vient au festival justement, qui depuis plusieurs années est quand même dénoncé comme un bastion extrêmement masculin, et ça sort enfin, mais c'est quand même quelque chose d'assez récent. Le fait est que c'est que la portion d'autrices qui sont récompensées et mises à l'honneur dans le festival est extrêmement réduite, que malgré des petits efforts de ci de là, ça a légèrement évolué, mais ça reste quand même... Ça reste un boys club, en fait, Angoulême, et c'est dénoncé depuis plusieurs années par des autrices, par des auteurs aussi, parfois, qui font le job et qui sont de vrais alliés. Mais voilà, on reste quand même sur un lieu... Enfin voilà, c'est un symbole, en fait. Ouais. Cette carte blanche, c'est un symbole, et ça révèle... tout le reste, en fait. Et puis des choses qui bouillonnaient effectivement depuis des années. Parce que, comme tu dis, voilà, il y a la proportion d'autrices qui est vraiment minime. Ouais. Mais en plus, il y a ce truc de, bon, voilà, à un moment donné, les auteurs qu'on met en avant, s'il y a ce genre de propos derrière, c'est intenable à un moment donné. De fait, c'est plus tenable vu que hier, donc la réaction de Angoulême qu'on attendait, parce que finalement, ils ont mis assez longtemps à réagir. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Le festival était tenu de réagir. Après, la manière dont il réagit, elle pose aussi question, en fait. Ouais. Mais c'était intéressant, parce que quand on en discutait à la rédac ces derniers jours, justement, avant la réaction d'Angoulême, c'était intéressant ce que tu disais, parce que tu disais, dans tous les cas, c'est cuit. Dans tous les cas, c'est cuit, en fait. C'est fou. Et en fait, les termes du débat, ils sont déjà foutus. Et donc, et la réaction du Festival d'Angoulême ne fait que confirmer ça, c'est-à-dire le festival renonce à la programmation de cette exposition. Yay, super. En fait, les revendications, les dénonciations, les questions que tout ça pose sont entendues. Non, pas du tout, pas du tout. Le festival dit des menaces ont été proférées contre l'auteur. On ne peut pas maintenir. Voilà. Il ne s'agit pas de dire les questions que les personnes qui s'inquiètent de cette programmation sont légitimes ou doivent être étudiées, ou on doit se remettre en question. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire trop compliqué, pour la sécurité de notre auteur, on annule. Et qu'est-ce que ça inverse ? Ça inverse la responsabilité. Ça devient la censure qui s'abat sur Bastien Vives, et on est et on occulte complètement le cœur du sujet, qui était le contenu n'est pas abordé, son œuvre, enfin une partie de son œuvre et ses propos. Et le festival se dédouane complètement de ça, c'est-à-dire c'est pas nous, c'est pas notre job, c'est la justice qui verra si les images qui sont quand même publiées depuis des années, c'est pas nous, c'est pas notre problème. Nous, c'est pas notre rôle. Donc vraiment, c'est désengagement total, déresponsabilisation, et il se débarrasse d'une certaine manière un peu du sujet. Ouais, clairement, c'est la manière la moins honorable d'avoir fait ça, mais en même temps, c'est la plus habile pour eux, et pour renverser les termes du débat. C'est-à-dire, s'ils maintenaient l'exposition, pendant encore 1 mois et demi, on allait avoir des tensions et une montée en puissance. Ou peut-être pas, ça allait peut-être retomber, mais honnêtement, j'en doute vu la manière dont ça avait pris. Soit ils maintenaient et c'était pas tenable, soit ils annulaient, et de la manière dont ils l'ont fait, ou ils auraient pu s'en tirer par le haut en disant on vous entend, on écoute, on va se remettre en question. C'était possible. Mais c'est un boys club, c'est aussi un petit milieu, et c'est ce que disent beaucoup d'auteurs et d'autrices, c'est que c'est un petit milieu où tout se sait. Mais comme n'importe quelle industrie culturelle, en fait. C'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour le théâtre, c'est pareil pour l'édition de manière générale. C'est des milieux culturels où tout se sait, où il y a des intérêts communs et économiques aussi, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que Bastien Vives, il vendrait pas autant de livres, tout le monde s'en foutrait. Voilà. Bien sûr. C'est un homme qui vend beaucoup, et donc il y a tout intérêt à le garder avec soi. Ouais.
Et ça a un autre impact aussi, le fait de mettre en avant les menaces dont tu parlais. C'est, moi, je pense à toutes les militantes en fait et les militants qui se sont battus là ces derniers jours pour dire il faut les pétitions, etc. Ouais. Et finalement, aux yeux du public, on va dire, l'idée c'est que c'est ces militants-là qui ont proféré des menaces. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois aussi, par exemple, sur Twitter ou... Je pense, en fait, moi, je ne sais pas d'où elles viennent, ces menaces. Je ne sais pas ce qu'a reçu Bastien Vivès en DM, ou voilà, je sais pas à quel point. Après, il y a une pétition, ce n'est pas des menaces. Hein. Une pétition, c'est juste ça. Mais le fait est, c'est que c'est aussi le deux poids, deux mesures de quand c'est lui qui profère des menaces, même sur le ton de la blague, à l'égard d'Emma, ça fait bouger personne, en fait. Donc, alors il peut se draper du côté petit con, provocateur, j'étais jeune, etc. Il n'empêche qu'on en revient toujours à la même chose en fait. C'est la protection des agresseurs et la protection des puissants en fait, la protection juste des puissants. Et parce que tu vois là c'est marrant, la pétition justement en question, donc que tout le monde peut voir là sur le live, écrit Victoire, le mouvement Be Brave France salue la déprogrammation de l'exposition consacrée. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire vraiment, tu vois, parce que la pétition parlait du fond du sujet et comme tu disais, l'annulation c'est se concentrer sur des menaces et pas du tout sur le fond du sujet. Je pense que ça fait partie d'un processus, mais qui est, je pense, faudra le voir d'ici quelques années, mais il y a un tout petit truc qui bouge sur la question de l'inceste, notamment parce que c'est cette pétition-là, il me semble qu'elle a été lancée par Arnaud Gallet, justement, qui est mobilisé sur ces questions de lutte contre les violences pédocriminelles et incestuelles. Et il y a un tout petit truc qui bouge à ce niveau-là en France, mais c'est vraiment tout timide et on est vraiment sur l'ultime tabou de l'inceste. Et je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui commencent à être réfléchies sur ce sujet. Je pense à un livre qui s'appelle La culture de l'inceste, qui est un ouvrage collectif dirigé par Juliette Drouard et Iris Bray, qui est sorti cette année et que je recommande, même si évidemment c'est pas une lecture très facile, mais en tout cas je vous le recommande chaudement. Et je trouve qu'il y a des questions qui commencent à être posées par des chercheurs, par des artistes, sur cette question de l'inceste, sur la question du tabou. Ça a aussi démarré avec le podcast dont le nom m'échappe, mais de Charlotte Pudlowski. Il était une nuit. Je sais pas, c'est bien ça le titre. Il était une nuit de Louis Média, ouais. Voilà, de Louis Média, justement, qui se penchait sur cet enjeu à travers un récit personnel. Donc il y a je pense qu'on est ou peut-être une nuit. Voilà, peut-être une nuit. Et je pense qu'on est aux prémices d'un... Je ne sais pas si c'est un changement, hein, mais d'un tout début de réflexion là-dessus qui est très bienvenu, je pense. Mais on touche à quelque chose de terriblement sensible et violent aussi pour les personnes concernées. Et qui sont nombreuses en fait, et c'est ça aussi qui a été souvent mis en avant, c'est que les personnes victimes de violences pédocriminelles, de violences incestuelles, elles sont extrêmement nombreuses en fait. Donc dans le podcast, il y a des chiffres qui ont été donnés. Il me semble que c'était 3 enfants sur 10 dans une classe sont victimes d'inceste. Ouais, donc c'est énorme. C'est tout le monde en fait. Ouais. Donc voilà, et il y a un déni de société, je pense, sur cette question-là, qui est abordée justement dans la culture de l'inceste. Et du coup, voilà, je pense que c'est peut-être révélateur d'un début de prise de conscience. Ce serait vraiment aller peut-être au moins d'une libération de la parole, peut-être. Mais au moins, voilà, d'un début de discussion. Mais voilà, donc c'est peut-être ça la victoire entre guillemets. Et encore, je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, c'est un tout début de. Ça reflète quelque chose. Je pense, mais on est loin du compte. On est loin du compte. Et alors, est-ce qu'il y a eu des réactions de Bastien Vivès ? Est-ce qu'il a pris la parole ? Je mentionnais justement l'article de l'Obs que je vais reprendre sous les yeux. L'article de l'Obs a été fait après la déprogrammation ou avant ? Alors, il est sorti il y a 2 jours, donc je crois qu'il est... Ouais, il est sorti avant la déprogrammation. Mais on va le mettre dans le chat aussi pour les personnes. Je vais le mettre dans le chat. Mais, et la journaliste, donc, Amandine Schmitt, donc, il a écrit, qui est journaliste spécialiste de la bande dessinée en plus, et qui du coup s'est entretenue avec les différentes parties, à la fois du côté du festival, à la fois du côté de Bastien Vivès, etc. Et puis aussi d'autres auteurs et autrices justement qui s'opposent, qui sont
qui était favorable à la déprogrammation. Voilà, je vous le poste dans le truc. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosses prises de parole de sa part, d'éventuelles vraiment, défense d'un point de vue. Voilà, on peut se dire qu'il aurait pu aller sur telle ou telle chaîne et tenter vainement. On n'est pas sur un cadenas. Voilà. Il n'est pas si puissant. Puis je pense aussi que nous, c'est quelque chose qu'on a suivi de près. Je pense que c'est quelque chose qui a un petit peu émergé au-delà des cercles militants, féministes, etc. Après, voilà, ça reste Bastien Vivès. Je suis pas sûre qu'on se balade dans la rue et qu'on demande est-ce que vous connaissez Bastien Vivès, est-ce que vous savez que c'est un auteur de BD, est-ce que vous connaissez son œuvre. Je suis pas sûre que ça parle à tant de gens que ça, même si c'est un auteur quand même très grand public. Voilà, je sais pas comment ça a évolué. Je sais pas du tout. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est quand même, parce que tu as raison, c'est parti de cercles très restreints, mais ça a quand même, je trouve que c'est sorti de ces cercles-là, parce que c'est allé au-delà. C'est terrible de voir, enfin, je les cite dans le premier article, mais je pense à des auteurs et des illustratrices comme Marie Boiseau ou Laurier The Fox. Laurier The Fox, dont on a entendu parler, dont on a parlé régulièrement sur Mademoiselle, pour sa BD Reconnaissance, que je vous recommande, mais c'est aussi lui qui est à l'origine de l'affiche du planning familial qui a été attaqué par l'extrême droite l'été dernier. Et c'est deux personnes notamment qui depuis longtemps dénoncent justement les propos de Bastien Vivès, dénoncent certains contenus de ses livres. Voilà, donc c'est pas quelque chose de tout neuf et c'est des gens qui en parlent en fait depuis longtemps, qui ont des prises de position là-dessus, et sachant que c'est des gens qui aussi sont dans le même secteur culturel, c'est aussi des gens qui prennent des risques justement en prenant la parole là-dessus, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, Bastien Vivès, oui, c'est quelqu'un qui vend beaucoup, donc qui bénéficie forcément d'une certaine impunité, d'une certaine protection, et que quand on vend un peu moins, quand on est un peu moins célèbre, quand on galère à trouver un éditeur, ou qu'on est un peu moins, qu'on est un peu moins invité en festival aussi, en fait, on passe tout de suite pour quelqu'un de jaloux aussi, et c'est aussi Myriam Mal qui en parlait dans une story ces derniers jours. Voilà, on est très vite taxé de jaloux ou de jalouse, encore plus, parce que la jalousie est évidemment une caractéristique limitée aux femmes, et qu'être autrice de BD reste encore quelque chose qui expose à beaucoup de sexisme et de harcèlement et de violence dans ce milieu-là. Elle disait qu'on est prendre la parole aussi là-dessus pour critiquer le travail d'un confrère, entre guillemets, c'est aussi être traité de jalouse, en fait. De toute manière, ça nous retombe toujours sur la tête. Et voilà, et c'est aussi intéressant de voir que y a des gens qui ont pris des risques en disant, en fait, moi je suis pas d'accord avec ce que dit Bastien Vivès. C'est aussi le cas de Tim ou de Boulet, qui est aussi un auteur de BD quand même très très connu en France, qui a tenu à clarifier sa position parce qu'il était un peu pris par la veste quand on lui a dit, en fait, tu participes au même événement que ce type et ça va. En fait, voilà, on a un engagement par rapport à un événement solidaire, un truc caritatif, on y va, mais voilà, on essaie de clarifier derrière. Il y a aussi des gens qui se disent, en fait, non, je peux pas me permettre parce que intérêt commun, économique, l'envie de pas se griller, voilà, on en pensera ce qu'on voudra, est-ce que c'est de la lâcheté, est-ce que c'est une manière de se protéger, ça, voilà, chacun voit un peu... au degré où il en est, on va dire. Oui, et à observer donc à partir de là ce que va donner parce qu'on peut parler pour Angoulême, en tout cas pour le Festival d'Angoulême, de petit séisme dans ce microcosme-là. Moi, ça me rappelle un petit peu le Festival d'Arles, qui est un festival de photographie où longtemps, les militantes, les photographes, les femmes photographes se sont impliquées pour vraiment dire... Attendez, mais juste, il n'y a pas de femmes, en fait. Il est où le quota ? Oui, voilà, il est où le quota ? Et vous primez à chaque fois les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes membres du jury qui priment les copains, voilà. Et finalement, il y a une personne qui s'appelle Marie Daucher, que tu connais peut-être, qui fait un travail assez incroyable, justement, pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses dans le monde de la photographie. Et elle a tenu un blog pour ça. Elle a cofondé La Part des femmes. Elle a fait vraiment des choses assez chouettes. Elle a réussi à faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, quand on lui pose la question, elle dit oui, ça va mieux.
Enfin, c'est pas tout à fait le même sujet, mais le fond, il y a un fond de similitude entre ces deux choses-là qui, en fait, reflètent juste des secteurs hyper masculins aujourd'hui et qui laissent très peu de place aux femmes. Et voilà, et moi, je me demande, c'est un petit séisme pour Angoulême, qu'est-ce qu'on attend maintenant, tu vois ? Est-ce qu'on attend que de voir des évolutions, de voir que ça bouge ? Déjà, il y a cette carte blanche qui va être programmée avec une autre personne. Qui ? Est-ce qu'ils vont choisir une femme ? Est-ce qu'il y aura un message derrière ? C'est ça. Et du coup, derrière, qui a envie d'être l'artiste qui finalement va bénéficier de la carte blanche d'un artiste qu'on a déprogrammé parce que c'est pas parce que il fait l'apologie de la pédocriminalité, mais parce que c'était sa sécurité qui était en danger. Donc c'est assez compliqué. Et oui, ça fait, enfin le sexisme, c'était en 2016 où justement il y avait eu beaucoup de médiatisation sur le sexisme, j'allais dire latent, mais même pas que latent, mais à Angoulême. Et en fait, régulièrement, tous les ans, il y a quelques articles qui passent pour dire « Ah, est-ce que c'est un peu mieux Angoulême ? Oui, bof, pas trop, c'est pas génial. » En fait, ça bouge pas trop. Enfin, c'est une vieille machine. C'est la 50e édition du festival. Il y a encore quelques années. En plus, c'est des sujets j'ai pas envie de dire qu'on émergé récemment, mais en tout cas, qu'attirent les médias depuis peu aussi. La question de la représentation des femmes, de la question de privilégier, de lire des femmes justement comme un acte militant, ça fait partie de ces réflexions-là. Donc est-ce qu'on peut atteindre un changement en profondeur du festival d'Angoulême où c'est peine perdue et là cette déprogrammation, oui, elle est symboliquement c'est bien, cette expo n'aura pas lieu, c'est quand même peut-être une bonne chose. Est-ce que ça peut amener Bastien Vives à remettre en question un peu ce qu'il produit, la manière dont il le fait Est-ce que ça peut remettre en question aussi les éditeurs et leur travail ? Est-ce que ça peut remettre en question la manière dont on parle de sexualité sans dire mon Dieu, il faut tout censurer, il faut tout interdire, parce que c'est aussi ça qu'on essaie de nous faire dire quand on veut questionner la démarche de Bastien Vives. Ah, vous voulez plus rien voir, les ayatollahs, la censure, vous n'êtes pas Charlie, enfin bref. Voilà, on entend. Il y a des nuances quand même là-dedans. Il y a quand même des nuances, des choses à voir. Puis je veux dire, peut-être qu'il y a une manière il y a plein de choses à montrer que des violences sexuelles sur des enfants, je sais pas. C'est des choix de création, on va dire. Mais voilà, je pense que ça pose beaucoup de questions et que c'est intéressant de se les poser et de pas s'arc-bouter sur la liberté d'expression, on peut tout faire, on peut tout dire, surtout quand on est un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, en général. Ouais, non, mais complètement. C'est un peu pour ça que effectivement cette réponse d'Angoulême est insatisfaisante parce que ça va cliver finalement un peu plus. De toute manière, c'est déjà clivé. Voilà. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a ce genre de polémique, en fait, en fait, je trouve que les bases du débat ou de la polémique ou peu importe comment on appelle ça sont déjà un peu penchent déjà d'un côté. En fait, c'est dur de rétablir quelque chose quand les rails sont déjà posés en fait et là c'était vraiment le cas en fait. Une déprogrammation, je pense que c'était couru d'avance, mais la manière dont ça allait se faire, ça allait pas c'est toujours ces salles féminazis qui veulent nous empêcher de dire ce qu'on voudrait dire et voilà. Mais en tout cas, je trouve que ce clivage-là, on parle d'une polémique qui justement a réussi à s'extraire des réseaux sociaux pour aller jusque dans les médias, parce qu'il y a même eu cette fameuse chronique qui a été un petit peu critiquée de Maya Mazorette dans Quotidien. Donc, j'ai vraiment ressenti dans les médias qu'il y avait déjà un clivage, tu vois, entre ceux qui disaient c'est de la censure et ceux qui disaient mais non, mais en fait on parle d'un sujet qui est grave, c'est l'apologie, enfin en tout cas la banalisation. Est-ce qu'il n'y a pas le temps aussi d'enlever un peu les œillères, de dire c'est de la censure et qu'en fait à partir de là le débat il est coupé, en fait il y a les censeurs et les défenseurs de la liberté d'expression de l'autre. C'est soit noir soit blanc et c'est comme ça que le débat est posé et en fait non, il y a peut-être un peu de place pour de la nuance et quand je dis nuance, je parle pas d'eau tiède, je dis juste en fait est-ce qu'on peut regarder ce que cette personne produit, est-ce qu'on peut envisager que ça ait un impact, est-ce qu'on peut envisager aussi d'écouter ses propos et de pas dissocier l'homme de l'artiste ou l'homme de sa création parce qu'en fait les deux sont liés, qu'il y a un moment où c'est toujours les mêmes personnes qu'on dissocie aussi donc voilà, il est temps un peu d'aborder ça, mais j'ai l'impression qu'on ressasse toujours la même chose, c'est juste on change de personne, on change de secteur et voilà, c'est toujours la même chose.
Et finalement, pour terminer sur une note positive, j'ai envie de dire aussi d'où l'importance du travail, par exemple, de Charlotte Pudlowski sur ce podcast, de la publication de livres comme Le consentement, pour, en trame de fond, quand même, continuer à informer, continuer c'est la famille à agrandée, c'est le consentement, on est dans un continuum, justement, sur la question des violences sexuelles de manière générale qui avance, on pose des petits jalons en fait. Donc peut-être que ça, cette exposition et la polémique et la déprogrammation, c'est un jalon, peut-être, espérons. Ouais. Mais bon voilà, il en faut d'autres en fait, c'est ça, c'est des petites étapes, on peut pas espérer un changement radical de société d'un seul coup avec un énorme switch comme ça où tout d'un coup... ce serait mieux. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est jamais comme ça que les choses vont avancer, malheureusement. Mais... Donc on verra. Voilà. Je sais pas dans le chat si vous avez des questions par rapport à cette affaire. On a pris du temps, des réactions. Voilà ce que vous en avez pensé, vous aussi. C'était important pour nous de prendre le temps de faire le point sur cette affaire. Puis comme on l'a dit, ça a été assez... ça nous a aussi posé des questions chez Mademoiselle de « comment on s'occupe de ce genre d'article qui est plus en accord avec la ligne édito qu'on veut défendre aujourd'hui, mais en même temps qui existe, qu'est-ce qu'on en fait en fait ?» Et je pense que c'est des questions que d'autres médias doivent se poser aussi en fonction de... il ne s'agit pas d'un retournement de veste, en fait, de dire « Ah non, en fait, on pense plus ça. » Parce que déjà, nous, à titre personnel, on n'était pas là, en fait, quand ces vidéos ont été faites. Donc déjà, c'est une chose, mais aussi de dire comment on gère ça. Ouais, exactement. Donc, n'hésitez pas, on est encore là. Hein, si vous voulez poser des questions, en attendant, Maëlle continuera à écrire des articles sur le sujet s'il se passe des choses, des rebondissements dans les jours et dans les semaines à venir, parce que le Festival d'Angoulême débute le 26, je crois, janvier. Tout à fait. On a le temps de voir venir. Et dans cette émission, on a aussi un moment un petit peu plus... Voilà, c'était un peu lourd de la légèreté, de parler, mais un moment un peu plus léger grâce à toi, Sophie. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais là aujourd'hui et de quoi tu vas nous parler ? Alors aujourd'hui, je suis avec Maëlle et Marie-Stéphanie. Du coup, je passe après ce sujet qui était vraiment... Alors, j'ai creusé des bases un peu... La transition n'est pas facile, mais... Alors, écoutez, je vais commencer par vous poser une question. Comment, si vous êtes face à une multitude d'options, comment vous allez faire un choix de produit s'il y a une multitude de designs ? Est-ce que vous allez... Peu importe le produit. Peu importe le produit. Choix du design. Le plus tape à l'œil. Mais tu vois, moi j'aurais dit le plus sobre. Voilà, non mais tu vois, on est sur un range. C'est parfait. Ok. Et du coup, ça serait tape à l'œil au niveau du design, des couleurs, Ok. Et niveau coque de téléphone, vous situez comment ? Alors écoute, vieille. Moi à date j'en ai plus, mais c'est un peu un problème parce que j'ai je sais pas comment on appelle ça, une sorte de petite sacoche. Tu l'as en bandoulière, une bandoulière où je peux ranger mon téléphone dedans. Mais quand je la prends pas, j'ai pas de coque. Donc j'avoue que c'est pas la réponse que tu attendais peut-être, mais écoute, du coup je suis preneuse des conseils, cela dit. Alors, en fait, aujourd'hui, je viens vous parler de la marque Rhinoshield, qui est un peu un ponte dans le monde de la protection pour son téléphone, que ce soit pour les coques, pour les écrans de protection, même pour les coques pour AirPods, qui propose. Et vraiment, la plus-value de cette marque, c'est qu'elle fait de l'extrême personnalisation. Elle propose des modèles tout faits, mais vous pouvez aussi choisir votre modèle, votre couleur, les petites images que vous allez mettre dessus, etc. Et c'est extrêmement solide. Voilà. Mais donc, tu peux aller par exemple sur un site internet et créer ta coque en mettant tout ce que tu veux dedans. Enfin, c'est ça, c'est vraiment sur mesure. Oui. Okay. C'est ça. Alors, moi, je vous ai apporté des petites coques toutes faites, pour le coup. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est bientôt Noël, ça peut être un cadeau assez intéressant si vous voulez faire durer vos appareils électroniques. Et comment mettre en avant et pas juste faire une sélection shopping. Et je me suis dit que j'allais la faire par signe astrologique. Ah ouais, voilà. Ok. Oh là là. Voilà. Alors après, vous croyez ou pas à l'astrologie, voilà. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez cool. J'avoue que j'y crois souvent quand ça m'arrange. Comme un peu tout le monde, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, tout le monde. Mais après, c'est vrai que je remarque que j'ai, dans mon entourage, beaucoup de mes amis sont nés... un peu au même moment. Voilà, j'ai beaucoup d'anniversaires l'été et à la fin de l'automne, et j'ai des grandes plages, personne. Tu choisis tes amis par saison, donc.
en quelque sorte. Je ne fais pas exprès, c'est malgré moi, mais apparemment oui. Ok. Voilà. Du coup, selon votre signe astrologique, du coup, je vous mets l'article qui est déjà sorti. Il y a Tu es née quand, Maëlle? Quel mois? Pour savoir si tu peux être amie avec Sophie. Je suis de décembre, moi. Je viens de fêter mon anniversaire, donc. Mais oui, c'est Est-ce que je suis compatible ou pas? Est-ce que je rentre dans tes critères? Écoute, tu es Sagittaire et d'après les astres, tu es mon signe complémentaire parce que je suis Gémeaux. Merveilleux, merveilleux, c'est bien ça. Alors, pas mal de potes Gémeaux en plus. Je vais la retrouver. Je vais t'envoyer le par Slack. Je ne suis pas connectée à Twitch. Je suis une mauvaise élève. Je ne peux donc pas le rajouter dans le chat. Tu me l'envoies à moi? Oui. Bien reçu. Merci. Du coup, donc, sur l'article qui est sorti, vous avez vraiment la sélection en entier avec les 12 objets de la marque Rhino Shield. Il y a un code promo. Voilà, et vous avez même un code promo, en effet. Mais alors, est-ce qu'on peut savoir, du coup? Oui. Alors, pour les Sagittaires, voilà. J'ai même marqué ton prénom dessus. Merci. Ah, donc tu savais déjà que j'étais Sagittaire. Cette chronique n'a pas du tout été préparée. Je peux l'ouvrir, c'est bon? Oui, tu peux l'ouvrir, tu vas me dire. Oh, wow. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu serais dirigée? Qu'est-ce que c'est? C'est une Raymanta, c'est une fleur, c'est une... Je pense pas que j'aurais été vers ce design-là, si je suis tout à fait honnête. Montre-nous pour le chat. Voilà, on est sur quelque chose de rose, de rose vert fleuri, très papillon / Raymanta / fleur, I guess. Oui, c'est ça. En fait, c'est des papillons. Alors, le nom de la coque, c'est un festival de papillons, etc. Après, il me semble que c'est pas très rose, toi, mais festival de papillons. Mais après, c'est des papillons imaginaires. Et en fait, j'ai mis celle-ci pour les Sagittaires parce que tu es le dernier signe de l'année. Et tu as un côté un petit peu considéré comme unique en ton genre, en tant que Sagittaire. Ça, c'est très vrai. Tu t'adaptes à ton environnement, tu as vite de curiosité, etc. Et tu es à la recherche souvent de nouveaux paysages à contempler, de nouvelles personnes à rencontrer, etc. Tout à fait moi. Est-ce que c'est comme ça que tu te décrirais, Maëlle? Voilà. Mot pour mot. Et du coup, ces papillons un peu fantasmagoriques, je me suis dit, ça va nourrir l'imaginaire des Sagittaires. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Écoute. Alors, en tout cas, elle a l'air solide. Je n'ai pas du tout ce modèle de portable, donc... Ah, quoique, si... Non, ça c'est le petit. Trop... Voilà, je vais investir dans un autre modèle, donc... de téléphone, juste pour qu'il s'adapte précisément à Si vous êtes amis avec Maëlle et que vous suivez ce live Twitch, offrez-lui une coque pour Noël. Elles sont extrêmement solides, moi ça m'a surprise, et elles sont compatibles MagSafe. C'est-à-dire tu peux la charger Oui. J'avoue que c'est solide. Ah, oui, d'accord. J'avoue que c'est solide. C'est extrêmement... Moi ça m'a surprise la première fois, mais j'en ai une pour toi aussi. Oh, je suis toute oui. Vous n'êtes pas en reste. J'ai peur de passer après Maëlle parce qu'elle a quand même eu le « tu es une personne unique ». Vous êtes extrêmement banal. Merci à tous les autres aussi. Merci. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu aurais choisi vu ce que tu m'as dit. Pas du tout. Nope. Je suis vraiment désolée, Sophie, j'apprécie. Mais voilà, donc des perroquets. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Je vais mettre... Voilà. On est sur des perroquets, c'est très très coloré. C'est un peu... c'est quoi? C'est la savane. C'est une collaboration avec une illustratrice. En fait, Catalina Estrada. Exactement. Okay. Alors j'aime beaucoup. Je l'aurais pas choisi pour ma coque, mais j'aime. Tu vois, par exemple, pour un carnet, ou pour le coup, je suis plutôt sobre sur les coques, mais je suis un peu plus fancy sur les carnets. J'adore les carnets. Donc, mais on vénère la jolie papeterie, je pense. Pour évidemment, team papeterie, évidemment. Voilà. Mais dis-moi en plus, du coup. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que, excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix aujourd'hui. Pour moi, les Vierges, c'est le signe méthodique et conciliant. En fait, vous avez un tempérament calme, méthodique, perfectionniste. Et du coup, la Vierge cherche souvent à améliorer tout ce qui l'entoure, qu'il s'agisse de personnes ou de choses très solides, censées résister à des jets contre des murs. Voilà. Apparemment, c'est adapté à des... Enfin, ça subit des tests militaires. Ces coques. Ah, ouais. D'accord, ok. Oui. Et du coup, tu es un peu un signe de terre par excellence. D'accord. Voilà, je sais pas si tu savais que tu étais un signe de terre. Non, je ne savais pas. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit avant sur le côté méthodique et perfectionniste. Sagittaire, non, pas du tout. Je ne sais plus. Feu, terre, je ne sais plus. Oui,
semble que t'es plutôt feu, toi. C'est quoi la Terre? Tu es le feu. Les signes de Terre, c'est avec Taureau. En fait, les 12 signes sont séparés en 4 catégories, 4 éléments. Ouais. Et du coup, selon l'élément auquel tu es rattaché, il y a des similitudes entre les signes. Généralement, vous entendez bien. Les signes de Terre, c'est des gens qui sont plutôt un tempérament calme, même s'il ne faut pas trop les gratter non plus. Voilà. Plutôt casanier souvent aussi. Ouais, je confirme. Plutôt, alors là, en l'occurrence, comment je peux... Oui, les signes de terre, et plutôt fonceur aussi. Ouais. Soit assez déterminé. Voilà. Attends, mais je vais commencer à croire à tout ça, moi. Tu vois Enfin, c'est quand même des trucs dans lesquels on peut tous se reconnaître, finalement. Non. Oui, ça dépend des tempéraments. C'est vrai que, personnellement, moi, je suis R. Donc, du coup, je suis vraiment ton opposé. Ah oui, mais je sais qu'on a la même planète qui nous dirige, la planète de la communication. Ok, voilà. Ouais. Sauf qu'on a vraiment les deux visions de la communication opposées. Voilà. Trop intéressant. Voilà. Après, je vais pas aller jusqu'aux maisons, etc. Je suis pas non plus... mais je veux des maisons comme Poudlard et tout. Pas tout à fait. Mais tu es quoi, toi, Gryffondor ou Serpentard? Mais voilà, j'aime bien regarder ce qui sort en astrologie. Alors, en tout cas, pourquoi j'ai choisi celle-ci pour les Vierges? Parce que vous appréciez la beauté des choses, et même si ça a l'air d'être une explosion de couleurs, en fait, si tu regardes bien ta coque, tout est très bien rangé, tout est symétrique. Ah, c'est un faux bazar. Ça fait un peu... C'est vrai, ouais. c'est vrai, je confirme. C'est vrai. Oui. Tout est très symétrique. Ouais. Oui. C'est vrai. Voilà, donc il y a le côté... Ouais, un petit peu. C'est à ça que ça fait penser, c'est vrai. Voilà, donc en fait, c'est très bien organisé, et il y a le côté aussi animaux et proche de la nature qui va de pair avec les signes de terre. Ok. Donc, si on veut savoir, par exemple, si on veut offrir une coque à quelqu'un pour Noël ou juste parce qu'on est sympa et qu'on a vu que cette personne n'avait pas de coque, on peut aller, puisque tu as écrit un article aussi sur le site de MAD, donc on peut aller sur cet article que tu as partagé déjà ou... Je te l'ai envoyé sur notre messagerie professionnelle parce que je suis une mauvaise élève et que je ne suis pas connectée à Twitch pour que tu puisses le mettre. Mais voilà, en tout cas, tu as proposé certaines choses. Le bélier, le signe explosif par excellence, tu proposes cette coque pour AirPods. Oui. Le taureau, quelque chose de très sobre, j'ai l'impression. Oui, et en même temps, le tempérament fonceur, je me dis il faut protéger son écran. Si on est énervé, voilà, autant se... Je connais des taureaux qui s'énervent facilement. Voilà. C'est aussi l'occasion de faire passer un petit message, en fait. De ouf. Tiens, tu mets la petite description avec. Mais il faut savoir que les protections, d'ailleurs, pour écran, sont livrées avec un petit... Alors, attendez, hop. Un petit objet qui permet de faciliter la pose, en fait, où on met... C'est toujours une tannée de mettre un... Voilà. Si vous êtes comme elle et que c'est compliqué pour vous de mettre vous-même votre petit écran de protection, en fait, vous mettez ça sur votre téléphone et vous insérez le petit écran et en fait, hop, vous êtes sûr que ça soit droit, ça sera droit après. Et donc, du coup, l'écran n'est pas collé au téléphone? Non, après, ça s'enlève, c'est un truc en plastique. Ah, c'est bien. Voilà. Et Super. vous avez l'écran du coup qui est juste là. J'imagine que c'est absolument pas solide. Ça, normalement, t'es pas forcément obligé de laisser... T'es pas obligé de le casser non plus. C'est pas comme ça qu'on l'utilise. Voilà. Non, mais on a tout ce pote ou cette pote qui a toujours un écran complètement pété, fendillé, fissuré, où tu lis le message comme ça... Parce que c'est impossible de prendre une photo correcte ou de lire quelque chose. Je te demande comment ils font pour utiliser les téléphones dans ces états-là. C'est clair. Et les petits... je reviens sur les petites coques d'AirPods. Elles sont très mignonnes. Et en fait, si vous pouvez en commander plusieurs, si jamais vous voulez changer, adapter selon vos tenues, etc. Et en fait, vous pouvez dépareiller le haut de la coque avec le bas. Voilà. Et ça aussi, pareil, c'est très très solide. C'est basé... Enfin, vous pouvez le balancer contre un mur... C'est le moment où je le fais, tu sais. Voilà. Et alors, quand même, moi, j'aimerais bien savoir, du coup, toi. Oui. Quel est ton signe astro et quelle coque? Sur quoi t'es tombée? Ouais. Alors, je suis née en juin, fin juin, très proche du solstice d'été, le 19. Et du coup, pour ma coque...
J'ai l'impression qu'on est dans le magasin de baguettes magiques dans Harry Potter. Alors, c'est ça. Alors, je vois que mon petit post-it est tombé. Attendez, hop, on va retrouver. Alors, ce n'est pas la mienne, hein, mais je vous ai montré que des coques opaques, mais ils font aussi, si jamais, des coques transparentes. Comme ça. Nice. Voilà, ça existe aussi, qui sont aussi MagSafe. Mais du coup, qui est cette dame derrière ? Alors, ça, pareil, c'est une collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Janice Song. Donc, ils font beaucoup d'illustrations, de collaborations, très, très cool. Il y en a un peu avec plein de choses, notamment celle-ci, je vous laisse découvrir. Je vous laisse voir ce que c'est, qui est chouette. Powerpuff. On adore. De quoi s'agit-il ? Trop belle. Comment elle s'appelle déjà ? Les Super Nanas. Super Nanas. Voilà. Ouais, les Super Nanas. Et ben ça j'adore. Enfin j'adore. Je la prendrai pas pour moi mais j'aime trop. Celle-ci je l'ai mis pour le signe Lion. D'accord. Ils aiment beaucoup se faire remarquer, etc. Ils ont besoin de briller et les Super Nanas sur un téléphone tout de suite. On a envie de te piquer. Je vais la proposer à mon père. Il est Lion. Et alors pour moi du coup j'ai retrouvé cool. Le mois de juin évidemment. J'ai choisi celle-ci, mois de juin, rapport au mois des fiertés. Et puis le violet c'est un peu ma couleur préférée. Donc c'est un joli violet. Ouais. En plus, donc tu es Gémeaux. Hyper active. Oui. C'est ce que dit ton article. En effet, je suis sur plusieurs choses à la fois assez régulièrement. Ce qui me fatigue, mais c'est pas grave. Ah bon tu fais plusieurs choses en même temps, Sophie. Incroyable. C'est fou. Voilà, toujours. Et puis, il y avait ce côté mois des fiertés qui représente l'amour à profusion et en même temps faire la fête. Donc, je trouvais que ça me correspondait bien. Voilà. Donc, il est aussi opaque. Donc, vous voyez, on a plusieurs... elles s'adaptent à l'objectif de votre téléphone selon le modèle. Vraiment, ils proposent, je ne sais pas combien de dizaines de marques, et pour chaque marque, plusieurs dizaines de modèles aussi. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez choisir avec l'option MagSafe, donc pour faire charger à travers la coque ou sans. Il y a des coques opaques, transparentes, voilà. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ils font des collabs très intéressantes. J'en ai une aussi que j'ai mis pour les balances, que je trouve très cool. Oh, wow. Qui est faite, c'est une collab avec le musée Van Gogh de Amsterdam. Nice. Voilà. C'est joli, c'est un joli bleu. Je montre. Ouais. Du coup, c'est tiré d'œuvres de Van Gogh. Oui. Trop bien. Qui est très très chouette aussi. Et voilà. Donc voilà, très bonne idée de cadeau. Si jamais vous ne savez pas quoi offrir, c'est très solide. Vraiment, moi ça m'a surprise la première fois que je les ai testés. C'est pas du tout souple comme ce à quoi on peut s'attendre. Donc vraiment ça. Je pense Elle est chouette celle-là, je crois que c'est ma préférée finalement, de toutes. Celle-ci c'est pour les balances. Je ne suis pas balance. Alors non. Et j'ai une petite question, parce que j'ai vu qu'il y avait ça dans la boîte, Protect the Planet. Les emballages sont... C'est les emballages qui sont... Ok, c'est bon à savoir ça. Mais aussi il y a le côté, en fait tu prends la peine de protéger ton téléphone, donc dans le sens où tu vas le faire durer plus longtemps, etc. Donc il y a vraiment ce côté... c'est vrai. Voilà. Tu vas pas changer ton téléphone, t'achètes pas une coque pour un téléphone que tu vas changer tous les ans. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ok, on peut avoir une fourchette de prix à peu près ? Oui, nous pouvons. Alors, vous allez vous dire peut-être que c'est pas les premiers prix, cependant, comme je vous l'ai dit, c'est prévu pour durer. Pour une coque de AirPods, on est autour de 23 €. Voilà. Après, ça dépend si c'est une collab ou non, mais le modèle que je vous ai présenté, qui est un modèle personnalisé, vraiment où on a choisi la couleur jaune, on a choisi de rajouter le petit arc-en-ciel. Voilà, c'est simple, mais c'est efficace. Là, on est sur 23 €. Un écran de protection, on est aux alentours de 30 €, donc toujours livré avec ce qui vous permettra de l'installer. Il s'appelle un cadre d'alignement. Et une coque, donc par exemple la mienne, pareil, ça dépend si c'est une collab ou non. Hein. Celle-ci, par exemple, elle sera aux alentours de 35 €. Et pareil, après ça va, le prix varie selon si vous prenez MagSafe ou si vous le modèle, etc. Ok. Et une coque collab, celle des Super Nanas, est aux alentours de 40 € et à 40 €. D'accord, donc il y a vraiment tous les prix au final. Voilà, celle de Van Gogh est un poil plus chère, elle est à 45 €. Voilà, mais voilà, je pense que vous l'achetez. Parce que c'est un Van Gogh. Oui, évidemment. C'est un peu comme si on avait une partie de son œuvre
Non, c'est faux. Ok. Et vous avez donc, comme tu l'as dit, un petit code promo en ce moment. Vous avez moins 20% de coques achetées. Voilà. Allez sur l'article, mais voilà, ouais, c'est ici. Moins 20% des 2 coques achetées avec on va prolonger peut-être le petit code. Ah oui, 11 décembre. Oui, on va le prolonger. C'est un faux bon plan. Oui. Ok, et donc avec le code Mademoiselle Santa qu'on va prolonger. Oui. Trop bien. Et ben, super. Voilà, j'espère que... Voilà, si vous connaissez la marque ou pas, d'ailleurs je crois que je connaissais le nom, mais j'ai jamais acheté de coque chez eux. Mais maintenant, je connais. Ils font aussi des grippes, si jamais vous êtes intéressé par ce type. C'est les choses qu'on met derrière son téléphone pour glisser son index ou le doigt que vous voulez pour mieux tenir son téléphone. Il y a plusieurs personnes qui en ont ça à la rédac. J'en ai eu un pendant un temps et je remarquais que je ne m'en servais jamais. Ah ouais. Donc j'ai dit que finalement non. Voilà, j'ai abandonné cette idée. Après, ça dépend ce que tu fais, l'usage de ton téléphone. Juste, c'était contre-intuitif pour moi de le mettre. Après, c'est sûr. Alors qu'il était là, ça n'avait aucun sens. Un smartphone, ça a déjà une certaine taille. Donc tu rajoutes quelque chose derrière, après ça dépend. Voilà. Mais voilà, les grippes sont aussi personnalisables d'ailleurs. Voilà, si jamais. Il y a vraiment, je ne sais pas combien de possibilités de personnalisation, c'est énorme. Donc le mieux, c'est d'aller voir directement sur le site, en fait, pour personnaliser. Ok. Ouais. Et le code est valable sur les 2, mais peu importe lesquels. C'est vraiment, ça peut être une personnalisée, une non personnalisée. Oui. Ok, voilà. Super. Eh bien, écoutez, on va tous et toutes protéger un peu mieux nos téléphones, parce qu'effectivement, ça casse tellement vite qu'on n'a pas envie d'en racheter un autre. En effet. Merci beaucoup, Sophie. C'est un plaisir. Merci à vous. Et merci aussi à toi, Maëlle. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site de Mademoiselle pour lire les articles de Maëlle, mais aussi pour aller choper les coques proposées par Sophie. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. À bientôt. À bientôt.